C'est-à-dire que quand on prend un personnage aujourd'hui qui nous fait sourire, comme par exemple Papus, Gérard Ancos, le Balzac de l'occultisme, comme disait son fils, qui a fondé l'ordre martiniste, qui a été le père de l'occultisme. Bon. Mais quand Papus, vers 1890 ou 1900, parle de ce que doit être la franc-maçonnerie idéale, personne ne l'écoute. Il a été refusé au Grand Orient, il a été refusé à la Grande Loge. Mais quand on prend le discours de Papus, mais c'est à peu près ce sur quoi tout le monde est d'accord aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit la franc-maçonnerie a des symboles, un rituel, une tradition spirituelle, et elle n'est pas faite pour faire de la politique. Qui, aujourd'hui, dans le paysage maçonnique français, renierait ces points fondamentaux, malgré des différences d'application, bien sûr? C'est ce que dit Papus en 1890. Personne ne l'écoute et personne ne veut qu'il soit franc-maçon. Pour cette raison, il va chercher une filiation improbable à partir de la maçonnerie égyptienne transmise par des personnages aussi pittoresques que John Yarker ou Theodore Reuss, pour fonder une maçonnerie tout à fait marginale, qui va s'appeler la maçonnerie égyptienne Memphis-Mizraïm. Mais cette maçonnerie-là, c'est le modèle moyen de toute la maçonnerie contemporaine. Donc finalement, un siècle après, Papus a gagné. Alors certes, mais ça c'est aussi l'opinion d'un membre de la Loge nationale française qui parle, où effectivement tout discours politique et sociétal est exclu, sont exclus. La Grande Loge nationale française... nous sommes sur ces positions-là. C'est une position claire. Catherine Chanin-Alter, la Grande Loge féminine de France, est-ce qu'on peut abonder au sein des loges, dans le sociétal ou dans le politique? Alors dans le sociétal, certes, dans le politique, non, puisque nous nous interdisons toute controverse en matière religieuse ou politique. Mais notre histoire, malheureusement, est beaucoup plus récente que celle de mes confrères, puisque notre histoire date de 1901 avec notre première loge, qui est toujours en vie, la loge Le Libre Examen, et depuis officiellement 1945 en tant qu'obédience. Mais chez nous, tout en étant un ordre initiatique, traditionnel, travaillant avec des rituels et des symboles, les préoccupations sociétales sont tout à fait au cœur aussi de la préoccupation des sœurs. Ce qui n'est pas le cas de la Grande Loge nationale française, par exemple. Non, c'est-à-dire que nous, pour autant qu'on ait une vocation sociétale, elle est conçue comme le rayonnement naturel des symboles. C'est-à-dire qu'à la fin d'un rituel, il est dit les opérations qui ont été commencées dans la loge doivent-elles rayonner dans le monde extérieur. Donc nous sommes sur un modèle du type rayonnement et pas sur un modèle du type actif.